Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous nous retrouvons encore ce soir avec le roman de Feyzagen, Un homme, ça ne pleure pas. C'est son 4e livre qui a rencontré autant de succès, sinon plus, que les 3 premiers. Et donc, je rappelle que c'est le récit fait par Morad, le fils d'un couple de parents immigrés et le frère de deux sœurs, dont la première a tourné féministe et donc, au dernier moment, le padre et la mère, Jamila, qui n'ont plus de nouvelles depuis 10 ans au moins, le padre découvre dans le journal que sa fille se présente sur une liste électorale. Donc voilà le récit de Morad qui recommence. Prête-moi ta plume. Au moins maintenant, on savait où trouver Dounia. De là à voter pour sa liste, faut pas pousser. La ville est à droite depuis l'âge de pierre. Ça ne m'étonnerait pas que Peplinski crève au pouvoir, ce type. C'est une sorte de président africain de la région PACA. En recollant les morceaux de souvenirs qu'il me reste de ma sœur, je n'arrive pas à comprendre ce revirement de situation. S'engager en politique, à droite, dans une mairie où on trouve plus de varices et de fuites urinaires que d'idées et d'engagement, ça ne lui ressemble pas. J'avais tenté d'imaginer un nombre incalculable de fois ce que pouvait être la vie de Dounia depuis son départ théâtral. Était-elle toujours en France? Avait-elle des enfants? Si oui, combien? Avait-elle finalement épousé Daniel, son poignet poilu et son énorme montre? Ou alors avait-elle décidé de changer complètement de vie? J'ai fait une liste d'hypothèses folles sur ce qu'elle avait bien pu devenir. Et si elle était allée s'installer au Brésil pour lutter contre la déforestation, quelque part au Pérou pour plaider la cause d'agriculteurs ruinés, et si elle était devenue ambassadrice de l'UNESCO, parcourant l'Inde pour la scolarisation des petites filles? Non, rien de tout ça. En fait, elle ne vit qu'à quelques kilomètres de chez nous. Et au nom de la diversité qu'elle est supposée représenter, elle est en position 8 sur la liste pour faire réélire ce vieil alcoolique, dis-je Peplinski, à la mairie, pour un 250e mandat. Voilà, je suis déçu. Prête-moi ta plume. Le diagnostic. Prête-moi ta plume. En regardant le docteur Zerbib, on comprend mieux où le padre avait trouvé son inspiration pour se déguiser en intellectuel respectable. À peu de choses près, ils possédaient la même panoplie tous les deux. La veste en tweed, le pantalon de velours côtelé, la cravate à rayures et la paire de lunettes au bord du suicide posée à l'extrémité du nez. Sans oublier, bien sûr, les stylos bics accrochés par le capuchon à la poche de la chemise. La plus grande différence entre le padre et Zerbib, à part les années d'études, était sans doute l'hygiène. Je soupçonnais notre médecin de famille de se laver rarement les cheveux. Je me rappelle qu'il s'époussetait souvent les épaules, et alors on se croyait dans une boule à neige, la féerie en moins. Le padre aimait ce qui était ancien et rassurant. Ma mère, les vieilleries entassées dans notre jardin, sa Renault R11 Turbo de 1983
et sa chachia en fourrure noire. C'est pourquoi, pour rien au monde, il n'aurait choisi un autre médecin traitant que le docteur Zerbib. Lui dont le cabinet était ouvert en continu, sauf pour Shabbat. Lui qui refusait de travailler avec un ordinateur, qui avait un de ses bureaux en bois de style colonial et avait même organisé un colloque régional sur les méfaits des outils de mesure automatisés de la tension artérielle. C'est un charlatan, ce Zerbib. Les gens ne vont le voir que pour obtenir des arrêts maladie. Tout le monde le sait. Un point pour ma mère. Mais ça, c'était avant la procédure de mise sous entente préalable imposée par l'assurance maladie. Zerbib avait désormais leur médecin conseil sur le dos. Et l'époque des arrêts de 15 jours pour une banale angine était bel et bien révolue. Du coup, beaucoup ont déserté le cabinet. Et la moyenne d'âge de ces patients est passée de 45 à 75 ans en quelques mois. Suspecté, le docteur Zerbib était devenu très consciencieux, voire trop. Et ma mère l'a pris définitivement en grippe le jour où il l'a diagnostiqué hypocondriaque. Vous êtes en pleine santé, Madame Chenoun. Je veux parier que vous serez la prochaine doyenne française. Si Dieu veut, vous dépasserez Jeanne Calment et ses 122 ans. C'est quoi ce que vous m'avez prescrit alors? Des bonbons à la menthe? Non, Madame Chenoun. C'est de l'homéopathie. Vous êtes simplement un peu anxieuse. Ça vous calmera et ça vous aidera à mieux dormir. Sitôt. Et là, tu vas me demander 22 €, Zerbib? 23. La loi est passée. 23 € pour me dire que je suis hystérique. Pas hystérique. J'ai dit hypocondriaque. Pas de malentendu. Après quelque temps, ma mère a dégoté un autre médecin qui lui a refilé sans rechigner une liasse d'ordonnances, lui a diagnostiqué un diabète, de l'hypertension, de l'arthrose, et, grâce à qui, elle a gagné l'argument ultime pour le restant de ses jours, la reconnaissance de sa maladie longue durée, prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Prête-moi ta plume. Dans le bus. Prête-moi ta plume. Excusez-moi, jeune homme. Vous pouvez me laisser votre place? J'ai le 100%. À la caisse du supermarché. Pardon, madame. Je peux passer devant vous? J'ai le 100%. Et à mon père. Arrête de m'énerver, Abdelkader. J'ai le 100%. Malgré les doutes concernant les compétences du docteur Marc Zerbib, le padre est resté son plus fidèle patient. Jusqu'au jour où il a dit à Mina: « J'ai très mal à la tête. » Le padre se plaignait rarement. Elle lui a apporté un comprimé de paracétamol et un verre d'eau, puis elle a demandé aux enfants de jouer en silence. Mina s'est aperçue alors de la difficulté avec laquelle mon père tentait de porter le verre d'eau à sa bouche. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Le padre avait eu ce regard dans le vague. Nous avons appelé le docteur Zerbib qui a préconisé du repos et nous a conseillé de l'allonger en attendant que le centre de santé nous donne un rendez-vous pour un scanner. En réalité, le padre était en train de faire un accident vasculaire cérébral. AVC. 3 lettres qui planquent une urgence vitale. Constatant que le bras droit du padre s'engourdissait, ma mère, qui avait entendu d'une voisine que le beau-père de sa sœur qui avait fait un AVC en Algérie, bref, nous avons appelé les pompiers et foncé à l'hôpital. Prête-moi ta plume. La moitié du padre. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. C'était le mois de juillet. Et comme chaque été,
Nice apportait son lot de vieilles à figure liftée, une espèce protégée dans les Alpes-Maritimes. On les reconnaît assez facilement. La plupart du temps, elles se font rôtir les genoux sur les bancs de la promenade des Anglais, en se pavanant derrière d'énormes lunettes Dior. Et leurs cheveux, abominablement blond platine, sont crêpés et relevés en chignon. Souvent, elles traînent un clébard chétif au bout d'une laisse en cuir et portent des couleurs criardes qui ne sont plus de leur âge. Elles m'ont aidé à comprendre que même beaucoup d'argent ne permet pas d'acheter le bon goût. Le camion de pompiers traversait la ville à toute allure. Ma mère serrait la main du padre et n'arrêtait pas de lui demander s'il sentait quelque chose. L'atmosphère qui régnait dans le véhicule contrastait parfaitement avec la légèreté de la rue et la démarche paresseuse des touristes dans leurs sandales antitranspirantes. Le padre, allongé de tout son long sur le brancard, regardait à travers la vitre. Il y voyait un morceau de ciel bleu et quelques branches de palmiers qui dansaient au rythme de la sirène du gyrophare. De cet angle-là, on aurait dit le front de mer à Alger. Sans surprise, Peplinski avait été réélu. Il y avait encore quelques affiches ternies, grossièrement collées sur les poteaux, quasiment à chaque feu rouge. On avait octroyé à ma sœur le poste d'élu à la jeunesse. Dans n'importe quelle autre mairie, ce titre aurait été une grande opportunité, mais à Nice, la jeunesse. Quelle jeunesse! Nice est la seule ville au monde où j'ai entendu dire un jeune de 50 ans. Nous foncions vers l'hôpital, suivis de près par la Renault Scénic grise conduite par Jalil. Le padre a été immédiatement admis à l'unité neurovasculaire du CHU de Nice. Ma mère était sous le choc. Elle réajustait son foulard tandis que nous suivions les aides-soignants qui venaient de prendre le relais des pompiers. Avec beaucoup de précautions, ils ont installé le padre sur un brancard. L'un d'eux portait une boucle d'oreille en or qui avait pour forme l'île de la Guadeloupe. Nous avons traversé un long couloir ponctué de plusieurs portes battantes à hublots. Cette scène m'était familière. Je l'avais vue des centaines de fois, dans des centaines de séries hospitalières multi-rediffusées à la télévision. L'autre aide-soignant avait chaud. De la sueur perlait sur son crâne rasé et il n'arrêtait pas de dire « Attention devant !» aux gens qui gênaient la progression de notre convoi. Un jeune médecin est arrivé en courant derrière nous. Il portait une queue de cheval, des sandales fluorescentes et ses sourcils se rejoignaient, ce qui lui donnait un regard inquiétant. Il cherchait à connaître les circonstances de l'accident et s'est mis à poser une multitude de questions anxiogènes. Il ne manquait que le buzzer rouge, le week-end en Sologne avec la personne de votre choix, et on se serait cru dans un jeu de divertissement familial France Télévisions. J'ai lu sur son badge qu'il s'appelait Docteur Freddy Gérard. La situation n'en était pas moins sérieuse. En quelques heures, le padre avait tout le côté droit du corps qui s'était paralysé, y compris le visage. Sa bouche pendait et son œil était quasiment clos. C'était impressionnant. L'aphasie et les troubles visuels constatés au moment de sa prise en charge n'ont pas persisté. De ce côté-là, Freddy s'était montré rassurant. Après des heures d'attente et très peu d'informations quant à l'évolution de l'état du padre, nous étions sur les nerfs. Tandis que, à l'accueil, je vidais la machine à café crasseuse de son jus de goudron, Jalil occupait les enfants avec un jeu de dominos qui traînait dans la boîte à gants de sa voiture.
Ma mère pleurait, son khul coulait. Mina pleurait, son khul coulait aussi. Khadija a demandé. Il est mort, Pépé? Dans la salle d'attente, sur les sièges en métal face à nous, une adolescente très mince se tenait assise entre ses parents. Tous les trois étaient quasiment collés. J'ai pensé à l'expression « se serrer les coudes ». On a vu défiler un groupe de blouses blanches, puis des silhouettes bleues, roses, vertes. Les uns sortaient fumer, les autres ne faisaient que passer. Un patient à la peau du visage brûlé se promenait dans le hall, l'air hagard. Il s'est approché de moi et m'a dit « Si j'avais su faire quelque chose de mes 10 doigts, je serais devenu artiste peintre. » Je me suis dit que c'était une phrase à retenir. Enfin, le docteur Freddy est revenu nous voir avec un bagage de termes médicaux compliqués. Des mots tellement techniques qu'ils avaient l'air de flotter devant le visage de ma mère. Mina perdait patience. Excusez-moi, mais on n'a pas apporté notre dictionnaire et on n'a pas bac plus 10 non plus. Vous pouvez parler normalement, s'il vous plaît, avec des mots simples. Nous avons été autorisés à aller voir le padre, 2 par 2. Chambre 314. Quand ma mère et moi avons ouvert la porte, il s'est dégagé une odeur nauséabonde, une odeur d'urine, ajoutée à celle du gel antiseptique, au bruit des électrocardiogrammes et des sabots de bloc des infirmières sur le lino propre. En voyant le padre couché et affaibli, je n'ai pu m'empêcher de l'imaginer mort. À cette idée, une forte douleur a traversé ma poitrine. Je l'ai chassée de mon esprit immédiatement. Alors j'ai posé la question stupide, celle qu'on pose quand même. « Ça va ?» Il a cligné des yeux au ralenti. Seul l'un des yeux s'est fermé. J'ai pris cette réponse pour un oui. « Prête-moi ta plume. » La jeunesse et la santé. « Prête-moi ta plume. » Le padre n'était plus qu'à moitié vivant, hémiplégique, pour reprendre le terme exact. Il s'était écoulé 1 mois depuis son accident et on venait tout juste de le transférer à l'unité de réadaptation physique de l'hôpital. Pas de progrès flagrant, mais il était toujours parmi nous. Même à moitié, ça suffisait. Il faisait une chaleur caniculaire. La température atteignait certains jours les 41 degrés. À cette période, je ne prenais pas moins de 3 douches dans la journée. Hé, Mourad, l'eau c'est pas gratuit. Ça tombe pas du ciel. Si, maman. Tu te crois drôle? Tfou! Les jours passaient et la maison manquait d'âme. On ne dînait plus à 20 heures précises. Il n'y avait plus de fruits frais dans la coupelle en verre sur la table du salon. Et les chats du voisinage ne rôdaient plus dans le jardin, car leur bienfaiteur n'était plus là pour les nourrir. J'ai enfin reçu mon affectation pour ma première rentrée scolaire. Fin du suspense. Comme je le redoutais, je prendrai mon poste de professeur stagiaire en région parisienne. À Montreuil, exactement. En Seine-Saint-Denis, au collège Gustave Courbet. En lisant le nom du bahut sur ma feuille d'affectation, ça m'a évoqué le fameux tableau qui a été peint par ce gars, L'origine du monde. Il me fallait résoudre un problème majeur à présent, trouver un endroit où crécher. Il restait à peine 1 mois. Maman a eu l'idée de téléphoner au cousin Miloud. Arrivé à Paris 2 ou 3 ans plus tôt avec un visa étudiant et une attestation de l'université Paris 13, il avait décidé de rester malgré l'expiration de son titre de séjour provisoire. Mina était contre, la préfecture aussi. C'est sérieux? Vous parlez de Miloud?
Miloud, le sniffer de colle. Pourquoi tu as besoin de dire ça, Mina? Il savait pas ce qu'il faisait, c'était un enfant, Mskin. Ah oui, tu le défends, toi. Et quand il a fait de la prison parce qu'il a mis une fillette de 16 ans sur le trottoir à Cheraga, c'était un enfant peut-être? On connaît pas toute l'histoire et il a changé, tu sais, il a repris ses études, il est venu en France pour avoir une autre vie. Tu n'es pas une personne, hein? C'est toi qui me dis ça, maman. Pff, c'est un déchet, ce mec. Un clochard. Il me dégoûte. On lui demande pas d'éduquer ton frère. On veut seulement qu'il l'héberge 2 ou 3 semaines, le temps que Mourad se trouve un petit studio. T'as passé une annonce, Mourad? J'ai carrément désossé Internet et pour le moment, c'est beaucoup trop cher. T'en fais pas. On t'aidera. Et une coloc. Je cherche encore. On a dit qu'il y avait Miloud en attendant. Oh non, maman. Pas Miloud. Cette affaire d'affectation, ça nous occupait l'esprit. Du coup, on se faisait moins de mauvais sons. Pour les visites, on se relayait. Le padre était toujours content de me voir. Mais moi, en sortant de là, j'avais le cafard. Je me suis rendu compte assez vite qu'il n'avait aucune idée de la gravité de son état. J'avais l'impression de rembobiner la même cassette indéfiniment. Je sais pas ce qui se passe avec cette jambe. Impossible de la bouger. C'est normal. T'as le côté droit paralysé, papa. Avec la rééducation, ça va s'arranger. Et mon bras aussi. Regarde, j'arrive même pas à le soulever. On dirait que quelqu'un me coince. C'est normal, papa. Et ça va durer combien de temps tout ça? On sait pas vraiment. Les équipes du service font tout pour t'aider. J'ai peut-être dormi dans une mauvaise position. Non, papa, ça n'a rien à voir. C'est à cause de l'AVC. Ça a paralysé les membres. Mais pourquoi je n'arrive pas à soulever ma jambe? Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Il y a quand même du progrès. Le médecin m'a dit que tu sentais un peu tes doigts maintenant. C'est quoi le numéro de ma chambre? 419. Quel étage? 4e. Comme dans 4, 19. Regarde ça, ma jambe. Elle bouge pas. Puis il a eu ce regard plein de tristesse. Mon garçon, je ne veux pas que les infirmières me nettoient. Je me suis rappelé mon grand-père, Sidi Ahmed Chennoun, qui disait « Il n'y a que 2 choses que l'on apprécie lorsqu'on ne les a plus, la jeunesse et la santé. » Il était indiqué qu'il y avait une bibliothèque à l'étage du service. Je me suis dit que ça plairait au padre que je lui fasse la lecture. À l'intérieur de la pièce, une odeur de vieux brocanteurs célibataires et 2 étagères bancales qui débordaient de livres jaunis. Il y avait aussi quelques revues d'automobiles avec des photos de modèles qu'on ne voit plus qu'en miniature dans les vitrines des collectionneurs. Les livres éducatifs et les romans devaient dater de l'époque où l'on soignait encore la peste dans cet hôpital. Posé dans un coin poussiéreux, Oliver Twist. C'est drôle. En regardant Dickens sous un certain angle, il avait une légère ressemblance avec le padre. La moustache, l'air sérieux, le regard un peu inquiet. Oui, il y avait vraiment quelque chose. Sur l'étagère du dessous, les inévitables harlequins. L'adrénaline des soirées en maison de retraite. Leurs auteurs portent tous des noms très Amérique blanche à brushing, genre Perry Williams, Andrew Richardson. J'aime bien les imaginer en écrivain star de l'Arkansas, collectionneur de machines à écrire anciennes, divorcés, amateurs de cognac. Je les vois conduisant leur pick-up sur une route déserte, en réfléchissant à l'intrigue de leur prochain roman coquin. Je me rappelais avoir fait un exposé au lycée sur le rôle de la femme dans cette littérature dite romantique. J'avais choisi « La maîtresse captive ». Le titre en disait assez long, sans parler de la couverture extrêmement suggestive. Pour la lecture au padre, on oublie.
j'ai opté pour le Dickens. L'aide-soignante est venue changer mon père. J'ai attendu dans le couloir et pensé à sa pudeur. J'ai pensé combien monsieur pouvait souffrir de redevenir un bébé. Chapitre 1er. Du lieu où naquit Oliver Twist et des circonstances qui accompagnèrent sa naissance. N'oubliez pas l'accent du journaliste. Prête-moi ta plume. Tentative. Prête-moi ta plume. J'avais un emploi du temps réglé comme du papier à musique. Le matin, je rôdais sur Internet à l'affût de la moindre annonce de colocation sympa, espérant éviter de partager la chambre miteuse d'un foyer de jeunes travailleurs avec mon cousin Miloud. Ou pire, par sa faute, tomber pour complicité dans une affaire de mœurs. Il restait toujours la solution d'une mansarde humide avec toilette sur le palier pour 800 € par mois, charge non comprise. Pour moi, monter à Paris n'était pas un rêve. Ce n'était rien d'autre que quitter Nice. L'après-midi, j'allais rendre visite au padre. Au programme, une partie de 8 américains et un cappuccino infect qu'on partageait. Je le laissais gagner. De toute façon, il ne pouvait pas tenir ses cartes d'une main. Parfois, il tournait la tête, il soupirait longuement, puis il me posait une question pour s'assurer du bon déroulement des choses à la maison. Quelqu'un a réparé la fuite dans la salle de bain? Tu l'as réparé toi-même, papa. C'était l'an dernier. Ouais. Un jour, il a fini par dire « Mourad. »« Oui, papa. »« Je veux revoir ma fille avant de mourir. » »« Pourquoi tu dis ça? Tu vas pas mourir ?» ?»« Si, bien sûr que je vais mourir. Et j'ai même pas fait mon pèlerinage à la Mecque. » Inch'Allah, tu vas guérir, papa, et on ira ensemble. On ira faire notre pèlerinage à la Mecque tous les deux. Je commence à oublier des choses, ça me fait peur. Je dois voir ma fille. Je dois voir ma fille avant de mourir. Je ne peux pas dire que je n'y avais pas pensé. J'y avais pensé chaque jour depuis l'accident du padre. Dounia devait savoir. Même si Mina et ma mère jouaient à la perfection le numéro du « comme si de rien n'était », j'étais certain qu'elles y songeaient exactement comme moi. On ne peut pas tout effacer d'un coup de Tipex sur le livret de famille. Le padre avait remballé son orgueil. Il fallait saisir l'occasion avant qu'il ne change d'avis. J'avais décidé de ne pas en parler à ma mère ni à Mina pour l'instant. Sur le chemin du retour, je décidai de m'arrêter à la mairie. J'ai pensé à l'expression « Au petit bonheur la chance ». Avec toute la conviction que ça nécessitait, j'ai garé la R11 turbo du padre dans le parking visiteur et me suis dirigé vers l'accueil où 3 standardistes s'agitaient. Elles remuaient les bras alors que les fils torsadés des différents combinés téléphoniques s'en mêlaient. On aurait dit le bureau de l'association des pieuvres désorganisées. Leur parfum me rappelait les lingettes odorantes citronnées qu'on distribue dans les avions. « Bonjour, monsieur. C'est pour les candidatures ?» Non, je me demandais si... En fait, je viens voir madame Chenoun. « Qui dois-je annoncer ?» J'ai eu envie de répondre Mourad Chenoun, fils de Abdelkader Chenoun, illustre cordonnier, lui-même fils de Sidi Ahmed Chenoun, poète et berger des montagnes de l'Ouest. Son frère, Mourad. Le visage de la standardiste a soudainement perdu de sa jovialité. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, je n'ai pas rendez-vous. » Ah, elle reçoit uniquement sur rendez-vous. Elle avait dit « Ah » avec un ton définitif. Sur le mode « Tu n'as aucune chance de la rencontrer. » Je me suis sentie aussi bête que si j'étais allée sonner chez Madonna à l'improviste. C'est important. Ah, elle est au courant que vous passez? Non. Prévenez-la que je suis ici, s'il vous plaît. Un instant. La standardiste a eu un regard méfiant.
Elle avait un sourcil circonflexe et l'autre froncé, tout comme ma mère. C'était dingue, cette ressemblance de grimace. Elle portait du mascara bleu assorti à son uniforme, et lorsqu'elle a composé le numéro, ses ongles, trop longs pour être vrais, ont fait tic-tic-tic sur le clavier. Elle a juste dit « Oui, Dounia, ton frère est ici. » Puis il y a eu un long silence et la standardiste a dit de nouveau « Ah !» avant de raccrocher le combiné. « Je suis désolée, elle ne peut pas vous recevoir. » Je suis restée plantée à la regarder en attendant qu'elle me propose une alternative. « D'accord, et qu'est-ce que je peux faire ?»« Bien, laissez vos coordonnées, elle vous rappellera plus tard. » Quel con! J'aurais dû me douter que ce ne serait pas si simple. Je lis pourtant pas mal de romans. Dounia avait sans doute encore trop d'amertume. Comment avais-je pu oublier à quel point elle était têtue? J'ai griffonné un mot sur le petit post-it jaune que la standardiste méfiante m'a tendu. Mon message était spontané, mais idiot. Rappelle-moi, s'il te plaît, Mourad. Après 10 ans de séparation, renouer avec un post-it, c'est plutôt cocasse. Elle a bien vos coordonnées? Ce ton, devenu ironique, m'a fait penser que même la standardiste parfumée au citron vert était au courant de toute notre histoire de famille. Elle devait se dire « Tiens, voilà le méchant frère de cette méchante famille arabe qui a fichu Dounia à la porte. » J'ai ajouté mon numéro de portable à l'attention de ma sœur. Je n'ai rien écrit sur l'état de santé du padre, ni sur nous. Difficile, sur un morceau de papier autocollant de 76 x 76 mm. J'étais assez découragée, mais je ne me résignais pas à quitter les lieux. Je me suis arrêtée devant l'affichage municipal, l'air de rien. Je digérais ma tentative ratée avant de reprendre la route. Il y avait un poster d'appel à témoins avec un numéro vert adressé aux femmes battues. Le slogan était frappant, c'est le moins que l'on puisse dire. « Tuez le silence avant qu'il ne vous tue ». La campagne avait été organisée par les FPC, l'association Fier et Paconne, que Dounia préside. En matière de slogans choc et de happenings surmédiatisés, les FPC étaient devenus de véritables spécialistes. Depuis qu'on avait retrouvé la trace de ma sœur, je m'y intéressais de plus près. Récemment, elles avaient même manifesté devant l'Assemblée nationale, cherchant à sensibiliser les politiques à leur message. Certaines avaient des bâillons, les mains ligotées, d'autres s'étaient dessiné des cocards, collé des pansements sur la figure. Quelques-unes portaient des burqas. En avant de la manif, les chefs de file dont faisait partie ma sœur arboraient fièrement des banderoles où l'on pouvait lire en caractères rouges « Pour toutes les femmes, on ne se taira plus ». Elles braillaient leur slogan à s'en éclater l'artère carotide. Peut-être se disait-elle intérieurement « Je suis en tête du cortège, j'ai mis mon rouge intense de Dior qui me fait une bouche de rêve avec ça. Je suis sûre de faire la une du Nouvel Obs lundi. Ouhou. » Les militantes anonymes marchaient en queue de cortège, soulevant leurs pancartes avec peine, comme elles portaient la noblesse de leur combat. Sur Internet, l'un des plus fervents détracteurs de l'association, qu'elle traînait régulièrement en justice pour diffamation, a titré son blog « Pour toutes les femmes, fermez vos gueules ». Elles étaient constamment mobilisées pour une cause ou une autre. Une affaire de harcèlement sexuel, la déclaration misogyne d'un ministre, un accouchement sous X, un talon cassé dans une flaque d'eau. Tout était prétexte à commentaire. Ma sœur devenait un symbole. On la voyait intervenir de plus en plus régulièrement dans le débat public. Invitée à donner son avis sur
tous les sujets. Elle s'exprimait avec un brio et un aplomb à peine croyables. La petite élue arabe de province était en passe de devenir la nouvelle coqueluche de l'élite parisienne. Avant de cumuler un jour les mandats politiques, elle pourrait s'entraîner en cumulant les miles sur Air France avec tous les allers-retours Paris-Nice qu'elle se farcissait. Dounia plaît parce qu'elle symbolise ce que la République fabrique de mieux, une réussite accidentelle. On adore ce genre de modèle d'excellence grâce auquel on peut dire « Vous voyez que c'est possible si on veut bien s'en donner les moyens ». Fastoche. Ça laisse donc supposer que les autres, une vraie bande de feignants bien au chaud, n'ont pas tellement envie de réussir dans la vie. Une carrière épanouissante? Non, merci. J'aime mieux passer mes journées à jouer au rapido avec mes potes du PMI du coin. Un poste dans une entreprise en plein essor? Très peu pour moi. Je préfère me plaindre de mes 6 ans d'études supérieures pour faire croire qu'on ne m'embauche pas à cause de ma surqualification. Et tout ce petit monde qui s'étale sans gêne sur un RSA confortable. Honteux! Ah, les politiciens. N'empêche, ils doivent bien se marrer sur les bancs de l'ENA. Dounia a une image qui sert ce genre d'argument. Je ne sais si elle en a conscience. Je lui aurais bien posé la question, mais la standardiste avait dit « Ah ». Elle avait dit « Ah » un bon nombre de fois. J'avais visionné plusieurs vidéos sur YouTube dans lesquelles ma sœur apparaissait. Il y avait quelques commentaires assez désobligeants postés au sujet de Dounia. J'ai pu lire corrompu, vendu, arabe de service. Je suis sortie de la mairie espérant jusqu'au dernier moment qu'elle se raviserait. Et puis, j'ai senti un regard dans mon dos. Je me suis retournée et j'ai vu la standardiste citronnée m'envoyer un regard acide. J'étais sûre qu'elle avait pour mission de prévenir Dounia quand je serais partie. J'ai baissé les bras. Sur le boulevard, des agents de police arrêtaient des voitures. On m'a fait signe de me ranger. Ça n'arrivait pourtant jamais avec la R11 turbo du Padre. Un agent au double menton est apparu. Il ressemblait à un pélican à lunettes. Il a demandé à voir les papiers du véhicule et mon permis de conduire. Le policier scrutait le certificat d'immatriculation jauni de la voiture, en l'air de penser « Qu'est-ce qu'un type de son âge fout dans une bagnole pareille ?» En baissant le pare-soleil poussiéreux pour attraper la carte grise, une petite pochette m'était tombée sur les genoux. À l'intérieur, une photo. « Prête-moi ta plume. » La ferme de Aziz. « Prête-moi ta plume. » C'était un Polaroid qui devait dater d'il y a une bonne vingtaine d'années. J'ai pensé à une phrase de Proust. « Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant. » La photo avait été prise devant chez Aziz, un oncle du Padre qui était agriculteur dans l'Ouest. Nous adorions aller là-bas. Ça nous permettait de sortir d'Alger, de son agitation. C'était aussi l'occasion de faire des expériences au cœur d'une nature plus ou moins hostile. Marcher pieds nus sur le sol fiévreux de midi et s'écorcher la plante à cause des petits cailloux. Attraper des sauterelles et finir par les relâcher car on ne sait plus vraiment qu'en faire. Je me rappelle aussi ces cafards noirs et luisants. On aurait dit qu'ils étaient en cuir. Ils étaient tellement longs que Mina leur avait donné un nom, les cafards limousines. L'oncle Aziz nous emmenait cueillir des figues de Barbarie à l'aide d'un manche en bambou qu'on coupait en 3 à son extrémité pour former une pince et y coincer le fruit. On en remplissait des seaux entiers. Même avec la plus grande vigilance, à la fin de la journée,
Nous avions des épines plein les doigts, et Maman Latefa, la femme de Aziz, nous les retirait avec les dents. Rustique, mais efficace. Elle les recrachait ensuite dans une petite coupelle. La maison était entourée de ces immenses cactus de figues de Barbarie. On appelait ça les figues barbelées. Dans les hauteurs des montagnes, la lune était très blanche, très ronde, très pleine. On pouvait presque la toucher. Et les étoiles. Je n'en comptais pas autant à Nice, alors que là-bas, c'était à perte de vue. Après les averses d'été, on allait ramasser les escargots, et en fin d'après-midi, à l'intérieur de la mechta, les femmes s'affairaient en cuisine. Une odeur d'amandes grillées envahissait l'atmosphère. Maman Latefa faisait du pain de seigle. Accroupie près d'elle, je la regardais pétrir la pâte. Elle avait un demi-doigt en moins, c'était de naissance. À ce propos, son mari la taquinait souvent. « À l'époque où je t'ai épousée, si j'avais su qu'il te manquait un morceau, j'aurais retiré 2000 dinars de la dot. » Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. عايشين حياة الحوت تبز على قهود ما كان اللي يخمم عليك والله تموت عباد أرى كل شي يفوت نساو نموت وانت يتبدل الحال أنا ما احنا تفوت كانه الحيف مرمي في الريف قالوا له كونك ظريف لزمنا نقصير تهضر ولا تسكت عندهم كيف عايشين حياة الحوت تبز على قوت ما كان يخمم عليك والله تموت عباد حارة كل شي يفوت نساو نموت وين تيتبدل الحال لما احنا تفوت تعشي مرمي في الزنقة وانت مول الدور عايشين حياة الحوت تبز على قوت ما كان يخمم عليك والله تموت هذا الحارة كل شي يفوت نساو نموت وين تيتبدل الحال انا ما احنا تفوت نشوف البطل وانا محتار بعد ما كنت منغلق كيباب رجعوني
نساو الموت وين يتبدل الحال المحنة تفوت عايشين حياة الحور تدس على قهور ما كان يخمم عليك والله تموت عباد أرى كل شي يفوت نساو الموت وين يتبدل الحال المحنة تفوت Prête-moi ta plume.